Bonjour, je suis Yves de Diffray et vous écoutez Mentor Stratégie, le podcast des entrepreneurs qui veulent apprendre et éviter des erreurs. Alors aujourd'hui, je suis avec Dorian de Meus, qui est rédacteur en chef du quotidien La Libre en Belgique. Bonjour Dorian. Bonjour Yves. Merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Donc Dorian, tu me reprends si je me trompe. Hein. Tu as commencé en 2001 comme journaliste sur Canal Z et ensuite pour rejoindre le groupe IPM dont fait partie La Libre, qui est un quotidien donc, en 2011 et jusqu'à être en 2018 le rédacteur en chef du journal. Oui, absolument. En 2018, je sais pas ce que j'ai dit, mais... Oui, en fait, j'ai commencé un stage en terminant mes études à Canal Z et à Belga. Et quand j'ai terminé à Canal Z, on m'a proposé de continuer. J'ai travaillé donc jusqu'en 2008 pour cette chaîne bilingue, économique. Donc, c'est très intéressant de travailler notamment avec des journalistes flamands qui n'ont pas toujours les mêmes perspectives et perceptions, surtout par rapport à l'actualité. Puis après, pendant 4 ans, j'ai fait de la gestion de relations presse. C'est du média training, des relations presse, gestion de crise beaucoup. Et ça m'a aussi appris pas mal de choses. Et puis en 2011, le groupe IPM m'a approché pour être rédacteur en chef vidéo pour le site de La Libre, de l'ADH et de Paris Match. Et très vite, je suis devenu rédacteur en chef de lalibre.be jusqu'en 2018. La version numérique. Version numérique, oui, tout à fait. Et puis rédacteur en chef de l'ensemble du groupe La Libre à partir de 2018. Si je reviens un peu au fondement, tu as toujours rêvé d'être journaliste ? Ah oui, à l'âge de 12 ans, j'écrivais déjà mon propre petit journal que je mettais dans la boîte aux lettres de mes voisins. Donc ça a vraiment été plus qu'une ambition, c'était une passion en fait. Et je pense que le journalisme, on ne peut réussir vraiment et rester longtemps dedans que si c'est une véritable passion. La passion de suivre l'actualité, la passion de la comprendre et surtout la passion de l'expliquer, de la couvrir, de pouvoir permettre à chacun de comprendre l'ensemble des clés, donner les clés aux gens de comprendre l'actualité. Pour moi, ça a toujours été quelque chose de fondamental. Et donc, c'est quelque chose que tu peux encore appliquer aujourd'hui en tant que rédacteur en chef ou moins directement ? Non, directement, parce qu'en fait, on est interpellé en tant que rédacteur en chef tous les jours, week-end compris, soir compris, par des proches, par des courriers, par des mails de lecteurs, par les réseaux sociaux. Et donc, un des enjeux, c'est de voir qu'est-ce qui revient de façon récurrente, qu'est-ce qui arrive de façon pertinente. Et à partir de là, se dire, tiens, là, il y a une question qui est quand même fondamentale, qu'on devrait creuser un petit peu plus. Là, il y a une question qui revient, qui nous paraît peut-être bénigne, mais à force de l'entendre, ça peut être des fake news, par exemple. On se dit, tiens, là, il est quand même temps d'expliquer les choses, de creuser, de comprendre d'où vient cette rumeur. Et donc ça, c'est des choses qu'on fait quasiment tous les jours. Alors pas toujours en matière de santé sanitaire, comme ça a été beaucoup le cas ces derniers mois, mais aussi en termes notamment de Brexit. Qu'est-ce qui est le vrai du faux dans tous les discours qu'on a entendus pendant la campagne, après la campagne et maintenant, on voit que ce qui nous avait été annoncé n'est pas du tout la même chose. Il suffit de voir ce qui se passe aujourd'hui en Grande-Bretagne. Donc ça, ce sont des exemples assez clairs de ce qu'on a envie de pouvoir expliquer. Alors après, il y a la gestion quotidienne, j'ai envie de dire, de politique. Et là, on est plus dans une gestion de suivi, de compréhension, d'aller chercher un peu les coulisses aussi du pouvoir pour mieux comprendre comment certaines décisions sont prises, parce que c'est rarement ce qu'on nous présente dans des communiqués de presse officiels. Et donc, si on prend un peu tout le flux pour bien comprendre comment est-ce que ça fonctionne, il y a soit l'actualité qui se passe, et donc ça, c'est quelque chose qui de toute façon arrive, s'impose entre guillemets, soit un sujet qui est un peu prégnant, comme tu le disais, et donc vous choisissez de couvrir, enfin comment est-ce que ça se passe ensuite ? Il y a ces deux événements, vous choisissez de le couvrir, d'aller voir, d'enquêter, ça on vient de le dire. Tous les matins, pour avoir une bonne idée de fonctionnement d'une rédaction, tous les matins, de 8h30 à 10h, l'ensemble des chefs de service, parce qu'une rédaction est divisée en services et donc il y a des chefs, okay. Il y a tout ce qui est Belgique, qui comprend l'enseignement, la politique, la justice, vous avez l'international qui comprend tout ce qui touche à l'international, l'Europe compris évidemment, vous avez l'économie,
touchent à la fiscalité, l'immobilier, la bourse, et les ressources humaines et plein d'autres éléments, comme notamment nos suppléments. Eh ben, tout fonctionne comme ça. Donc, à partir du moment où vous avez un chef, eh ben, ce chef ou son représentant vient à la réunion de rédaction de 10h15, et à ce moment-là, on discute des sujets que lui apporte, parce que donc il fait remonter les sujets et les informations qu'ont ses propres journalistes. Et puis d'autre part, nous, en tant que rédaction en chef, on dit oui, mais il y a ça aussi qu'il faut suivre. Et donc nous, on vient plus avec des choses qu'on a lues ailleurs ou des éléments d'actualité qu'on va absolument couvrir également. Alors les sources d'information. Il y a nos propres journalistes qui viennent avec leurs sources, évidemment. Il y a ce que on peut percevoir autour de nous aussi. Puis il y a les dépêches et l'actualité internationale qui bouge et qui arrive via tous les canaux. Et donc ça, c'est l'ensemble des éléments qui nous permettent d'avoir quelque chose d'assez complet. Les dépêches, ce sont des agences qui envoient ça. Les dépêches sont des agences. Oui, donc en Belgique, on a la Belga. En France, on a l'agence France Presse qui est connue mondialement. Il y en a comme ça un peu partout dans le monde. Il y a 3 grands groupes d'agences de presse qui ont donc des milliers de journalistes un peu partout dans le monde. Et on reçoit, je dirais, entre 2 et 10 dépêches par minute. Ah oui. Et donc oui, ça va très très vite. Avant, il faut savoir que c'était des fax qui tombaient par terre. Et il fallait vite voir ce qui était arrivé. Donc ça, c'est fini. Et donc on regarde sur les écrans. On les retient, on en fait une brève, on l'envoie à un collègue. Parfois, on se dit tiens, ça peut toujours servir pour plus tard. Par exemple, les dépêches nous annoncent aussi tous les grands événements à venir en économie. Par exemple, si une entreprise va présenter ses résultats la semaine prochaine, on est prévenu quelques jours à l'avance, et ça nous permet de nous dire tiens, qu'est-ce qu'on a la semaine prochaine au programme? Ah ben il y a les résultats de Belfus. Ah ben il y a l'expo internationale qui va s'ouvrir, universelle, oui, etc., etc. Donc ça permet de faire déjà une trame. Oui, alors on n'a pas, nous, ce qu'on appelle un calendrier éditorial à l'année, mais on sait très bien que en mars, avril, mai de l'année prochaine, il va y avoir l'élection présidentielle en France, que les législatives suivront en juin. Donc ça, ce sont toujours des perspectives qu'on a, tout comme on a la Coupe du Monde de football, on a le Tour de France, on a Roland-Garros, et donc ça, chaque service a un peu son petit calendrier, mais je dirais plus dans sa tête qu'au jour le jour, parce que vu qu'on est un quotidien, nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir qu'est-ce qu'on aura dans le journal demain matin et qu'est-ce qu'on aura dans le journal de lundi, par exemple, ou un peu la semaine prochaine, mais on va pas beaucoup plus loin. Je dirais que pour les suppléments, en général, ils ont un agenda à 3 semaines. Oui, c'est ça. Mais donc, ça veut dire que vous travaillez toujours dans l'urgence? Souvent, et tant mieux, parce que l'urgence veut dire qu'on est pris par l'actualité chaude, et que ça veut dire que le journal qu'on va proposer le lendemain sera un journal le plus chaud possible. S'il y a une grosse actualité qui tombe en soirée, on va essayer de pouvoir la relier dans le journal, même si notre spécificité par rapport à d'autres journaux, ce n'est pas d'avoir l'actualité la plus précise sur l'actualité de la veille au soir. On essaye d'être un peu plus dans le recul, dire voilà, il y a ça qui est tombé hier, ben voilà comment on peut voir les choses. Et si ça tombe le soir, on se dit ben on va plutôt attaquer ça demain plutôt que vite fait en soirée, parce qu'il faut pas oublier que notre première édition, elle doit partir. Donc ce sont des plaques qui partent à l'impression à 9h30 et du soir, oui, donc c'est tôt. Donc si quelque chose d'important tombe à 8h30, 9h, parfois on préfère faire part de l'information évidemment, mais rester dans la grosse couverture le lendemain. Et à titre personnel, du coup, toi, pour gérer cette urgence, c'est probablement du stress. Tu dis, ça peut tomber le week-end ou ça peut tomber n'importe quand, en fait. Est-ce que tu t'es mis en place des process, des habitudes, des façons de travailler qui te permettent justement à la fois de gérer ce stress, mais en même temps de continuer à être productif et de répondre à ses besoins? Alors, il y a plusieurs choses. Tout ce qui est prévisible est généralement bien prévu par les services. Donc, je pense, par exemple, ce week-end, on va avoir un conclave budgétaire au niveau fédéral. Eh ben, on va faire en sorte que ça soit bien prévu, couvert pendant le week-end, et faire en sorte que lundi matin, on ait l'essentiel de l'information. Donc, ça, c'est tout ce qui est prévisible. Ce qui n'est pas prévisible, on a évidemment des personnes qui travaillent le soir, ce qu'on appelle notre secrétariat soir, et qui couvrent l'actualité et qui me donnent un coup de fil ou qui appellent un journaliste quand une actualité très importante tombe et qui doit revoir son papier, faire un papier, voire changer la maquette du journal. Ça peut arriver avec des décès notamment. Mais justement, pour les décès, on a ce qu'on appelle un cimetière. D'autres appellent ça des frigos. Dans les télés ont plus l'habitude d'appeler ça des frigos. Et dedans, on a toutes des personnalités, des portraits de personnalités dont on sait qu'elles vont pas très bien ou qu'elles pourraient ne pas passer l'année. Ça n'a rien de cynique, c'est simplement de pouvoir s'assurer que si
une personnalité comme Johnny Hallyday décède demain, c'est qu'on soit pas surpris, qu'on puisse facilement faire plusieurs pages dessus. Et donc toutes les personnalités dont on entend qui vont pas très bien, je ne vais pas citer de nom ici, ça serait un peu macabre, mais on a les portraits qui sont faits, et toutes les personnalités historiques vivantes, automatiquement, on a toujours leurs portraits, que ce soit des rois, des présidents, des papes. On est toujours prêt à intervenir au cas où, même si on retouche après, même si on doit décider comment on va le mettre en une. Ça, ce sont des décisions un peu émotionnelles de dernière minute. Et puis ça s'agrémente au fur et à mesure. En fait. Oui, écoutez, si on apprend que quelqu'un va pas bien, ou a eu un accident, ou est entré à l'hôpital, on va très vite aller récupérer ce qu'on a écrit dans le cimetière pour voir si c'est à jour. Et donc toi, à titre personnel, comment est-ce que tu fais pour gérer le stress inhérent à cette profession? Mais je dirais que c'est pas l'actualité qui est le plus stressant. Ce qui est le plus stressant, c'est parfois le fonctionnement d'une rédaction en tant que telle. Ce sont ce qui peut exister dans une rédaction. Quand vous avez des journalistes qui n'aiment pas la façon avec laquelle les choses se passent, qui regrettent tel ou tel changement dans la rédaction, j'ai plus de mal à vivre ça, parce que je me dis tiens, là il y a des gens qui sont pas bien à leur place, ou qui souffrent de telle ou telle situation, ou qui sont scandalisés par telle ou telle couverture. Ça me stresse plus, ça m'angoisse quelque part bien plus que l'actualité, parce que l'actualité, si elle bouge, s'il se passe un grand événement pendant notre entretien, ça fait partie de notre vie de rédaction, et on fera une réunion de crise autour de cette table, et voilà, et les choses vivront, et on aura la meilleure couverture possible par rapport aux événements. Ça a évidemment été le cas, par exemple, le 11 novembre 2015, quand il y a eu les attentats de Paris, qui sont tombés un vendredi soir tard. La première édition était déjà partie, la deuxième aussi, mais il fallait absolument avoir quelque chose dans la troisième. Et les choses ont commencé à se préciser vraiment après 23h30. Donc là, évidemment, on mobilise un maximum de force. Or, le vendredi soir, les gens sont chez des amis, au resto et autres. Mais un journaliste passionné, en général, il réfléchit pas. Il se dit pas, je vais terminer mon repas et puis je vais y aller. Oui. Non, il va directement à la rédaction. Voilà. C'est parfois ce qui est plus compliqué, je dirais aussi, à mobiliser. C'est faire en sorte que les journalistes qui travaillent dans notre rédaction restent suffisamment passionnés pour se dire tiens, là, je dois y aller. Oui, parce que effectivement, il faut être disponible. Absolument, oui. Et donc, comment est-ce que, parce que c'est aussi un aspect un peu particulier comme entreprise, disons que c'est une entreprise, une rédaction. Comment est-ce que, parce que vous avez une ligne éditoriale, en fait, c'est votre stratégie commerciale, on va dire, si on compare à une entreprise. Et comment est-ce qu'on fait pour la tenir, parce que l'actualité peut être vue selon plein de prismes, et on parlait tout à l'heure aussi de sélectionner en fonction des retours que vous avez, mais déjà, bon, votre ligne à vous, quelle est-elle? Et ensuite, comment est-ce qu'on fait en fonction de ce qu'on a? On sélectionne l'actualité, Ce qui est intéressant, c'est de voir l'évolution. Il faut savoir qu'en Belgique, les journaux sont nés avec des philosophies derrière. Il y avait le journal libéral, le journal catholique, La Libre était le journal catholique, et puis vous aviez d'autres journaux. Ça s'est un peu estompé avec le temps, parce que aussi les piliers étaient de moins en moins prégnants dans nos vies quotidiennes, et donc La Libre s'est ouverte notamment à d'autres croyances, philosophies, mais on garde malgré tout certaines racines. Je dirais qu'on est un journal de centre droit, dans le sens où économiquement on est vraiment pour une économie de marché qui est socialement corrigée. On n'est pas des libéraux capitalistes. Non, on est vraiment pour une économie qui soit au service de l'homme, qui soit au service de la société, et donc il doit être corrigé, vérifié, adapté pour qu'elle soit vraiment au service de l'homme. Donc ça, c'est vraiment notre philosophie économique. Sur le plan des valeurs, on a nos racines qui sont donc la religion catholique. On le revendique plus, mais on l'assume encore, et on assume le fait que sur certains dossiers, ça peut être l'avortement notamment, ou la prolongation du délai d'intervention devait passer de 12 à 18 semaines selon une proposition de loi. On s'est opposé à cette proposition de loi en disant que c'était trop. 18 semaines, c'était trop. Après, on explique en gros pourquoi. Mais là, vous voyez que d'autres journaux trouvaient qu'il fallait absolument y aller. Et donc, heureusement qu'il y a encore des différences de ton dans les journaux en Belgique. Parfois, ça surprend parce qu'on a connu cette période où c'était un peu moins le cas. Mais si vous regardez la situation en France, vous avez clairement un journal de droite quasiment identitaire avec Le Figaro. Vous avez Libération, vous avez l'Écho, les Échos, et ce sont donc des journaux qui ont une marque. Mais je pense aussi que dans un marché de la presse, il faut de la diversité, il faut oser l'assumer.
mais il faut aussi que vos lecteurs puissent s'y reconnaître. Moi, j'ai quand même comme philosophie souvent de me dire, tiens, on peut choquer certains lecteurs de temps en temps, mais si on le choque tous les jours, après un certain temps, il partira. Donc, on doit pouvoir le titiller de temps en temps sur des sujets qui sont dits sensibles. Un sujet sensible pour nos lecteurs, c'est par exemple la monarchie, c'est la religion, ce sont parfois la fiscalité, une fiscalité trop forte ou trop inégalitaire, ou des choses comme ça. Ce sont des choses qui peuvent perturber nos lecteurs. Donc là, on essaie d'avoir je dirais un discours nuancé et enraciné dans certaines valeurs. Et les prises de position se font du coup dans les éditos. Oui, principalement. Là, il y a plusieurs. J'estime toujours qu'il y a deux grands robinets d'opinion dans le journal. Ce sont les opinions qu'on peut retrouver dans les pages débat. Mais les pages débat, c'est ouvert à tous. Mais évidemment, on choisit. On va pas mettre toutes les opinions tout le temps. On va donner régulièrement les opinions de l'un et de l'autre. Et puis parfois plus une tendance, c'est quelque chose qui peut exister, notamment parce qu'on estime que c'est extrêmement important comme sujet, ou que c'est un point de vue qui n'est pas assez entendu par les autres, donc on va vraiment le marteler. Mais l'idée des pages débat, c'est d'avoir la pluralité des pages débat. C'est pour ça qu'on a le riposte notamment, où vous avez les pour, les contre, droite-gauche par exemple, et autres. Et là, les éditos, où là c'est vraiment, on dit que c'est l'opinion du journal, en réalité c'est l'opinion de l'éditorialiste à qui le journal confie cette mission de s'exprimer sur quelque chose. Vous n'aurez jamais une rédaction, même parfois une rédaction en chef, qui est totalement d'accord avec tout ce qui est écrit dans l'édito. Moi je relis deux choses tous les soirs, c'est la une que je valide tous les soirs et l'édito. Il n'y a pas peut-être 1 ou 3 ans qui est passé sans que je puisse le valider. Normalement, c'est toujours le cas. Et les chiffres montrent que ça marche, j'ai l'impression. Les chiffres montrent que ça marche, mais on est quand même dans un secteur qui va extrêmement mal. Alors on fait mieux que le secteur, mais les derniers chiffres montrent qu'on est à moins 14% en presse quotidienne en Belgique, de vente au numéro. Oui, de vente. Oui, ça marche en part de marché, en fait, mais voilà. Mais c'est que relatif. Tout à fait. On a dû augmenter un peu le prix, donc au niveau de chiffre d'affaires, on s'en sort plus ou moins. Mais il y a quand même quelque chose de structurel qui se passe dans notre petit pays francophone, c'est que les gens lisent moins de journaux. Alors ils se sont beaucoup abonnés pendant toute la crise du Covid et pendant le confinement à l'offre numérique. Donc là, on a vu une augmentation très impressionnante, très encourageante, mais malheureusement, depuis le mois d'avril 2021, on sent déjà pas une stagnation, mais voilà, il y a plus cet envol, cette croissance-là, mais on continue à perdre un peu de vente au numéro. Tout simplement parce que les gens vivent pas de la même façon, ils se rendent moins dans les gares. Il y a des magasins qui proposent quasiment plus de journaux. Même dans les supermarchés, il faut parfois chercher longtemps avant de les trouver. Je dirais même dans les librairies, parfois les journaux sont cachés parce que c'est pas ça qui leur rapporte le plus. Donc ça reste un secteur compliqué. On ne sait pas très bien vers où ça va aller. Est-ce que ça va s'accentuer? Est-ce qu'à un moment donné on va tomber sur une espèce de matelas invisible de lecteurs? Mais là, un journal comme La Libre, de toute façon, se repose très fortement sur ses abonnés. Et là, on reste assez solide. Oui, c'est ça. Parce que en fait, il y a plusieurs sources de revenus. Il y a les abonnements, il y a les ventes au day-to-day, entre guillemets, et il y a la publicité aussi. Il y a la publicité, les abonnements. Oui, tout à fait. Donc, il y a nos lecteurs. La publicité, ça représente un tiers pour les deux. Il y a évidemment aussi les aides à la presse qui existent et qui sont évidemment très très utiles pour s'assurer d'une presse diversifiée et indépendante. Et tu parlais tout à l'heure de rédacteur en chef de la partie vidéo. Enfin, pas en chef du coup. Oui, en chef. En chef, oui. De la partie vidéo. Et là, tu viens de parler de diversification. Et je constate aussi que les médias, et notamment La Libre, tend à se diversifier un petit peu plus au jour le jour, avec à la fois des vidéos, des podcasts aussi. En fait, il y a deux choses qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on essaye de faire évoluer notre offre selon les attentes, les demandes, les types de consommation en fait de nos publics. Et on voit que les jeunes, notamment, qui lisent très peu le journal papier, sont assez actifs sur Internet ou sur les applications. On voit qu'un lecteur sur 2 de notre site Internet a moins ou plus de 44 ans, donc c'est quand même pas mal, 50% du public a moins de 44 ans, et chez les jeunes, on a un peu plus de difficultés. Donc on essaie de voir comment ils s'informent, on s'intéresse à leurs réseaux sociaux, voir lesquels on attaque, lesquels on n'attaque pas, on peut penser à Instagram, à Facebook qui devient déjà ringard pour ces jeunes-là, et puis à Twitter, mais Twitter reste vraiment un réseau social
d'un petit monde, en fait, médiatico-politique. Et puis, vous avez la manière de le faire. Est-ce qu'ils le font en lisant, en écoutant, en regardant? Et là, on s'est rendu compte, en tout cas, si on regarde l'Amérique du Nord, c'est que le podcast a pris une place incroyable chez eux, qui a un intérêt chez nous, c'est encore lent. On a peut-être commencé 1 an trop tôt, voire 2 ans trop tôt, mais on est persuadé qu'il y a quelque chose à faire parce que les gens aiment bien écouter un podcast dans les transports en commun, en voiture, en se baladant, en faisant du jogging. Et il y a quelque chose à faire. Alors là, il y a toute une discussion. Est-ce qu'ils aiment le court ou est-ce qu'ils aiment le long? Tout le monde nous dit qu'ils aiment le long, des choses qui prennent le temps, comme votre propre émission. Mais on se rend compte dans les moyennes de lecture qu'en fait, après 5 minutes, il y en a beaucoup qui arrêtent de lire. La moyenne est souvent entre 2 et 5 minutes. Et donc là, ça pose pas mal de questions. Donc c'est un business, j'ai envie de dire, parce qu'on peut appeler ça un business. C'est un business ou un type d'offre qu'on doit réévaluer tous les jours, qu'on a encore évalué ce matin. Quant à la vidéo, c'est tout à fait la même chose, sauf que là, il y a un enjeu publicitaire beaucoup plus important. Et donc, le podcast, c'est plutôt l'intérêt de toucher un public, alors que la vidéo, on est beaucoup plus dans une logique publicitaire où les publicitaires ont un peu délaissé la presse écrite de plus en plus et s'intéressent à l'Internet, mais aussi et surtout à la vidéo qui est plus impactant selon eux. Et donc, on essaye de produire suffisamment de vidéos intéressantes pour être vues et on espère aussi que ces vidéos vont permettre justement de donner suffisamment de revenus pour nous permettre d'évoluer avec, à côté de ça, une baisse des recettes des ventes. Et en day-to-day, justement, pour voir comment est-ce que fonctionne le quotidien, à quoi es-tu plus particulièrement attentif? Est-ce que tu as des indicateurs clés? Qu'est-ce que tu mesures? Le nombre de lecteurs, le nombre d'abonnés en évolution? Je sais pas, le taux de couverture de tels événements, pour voir si c'est plutôt qualitatif, quantitatif ou chiffre d'affaires ou. Alors au quotidien, on regarde ce qui fonctionne sur le site internet en temps réel. Vous avez vu en entrant dans la rédaction qu'on a un écran qui affiche les lecteurs en temps réel avec les articles qui fonctionnent mieux en temps réel. On regarde les 6 dernières heures vraiment pour avoir la dernière chose. Et donc on peut voir par exemple en fin de journée qu'un article du matin est encore dans le top. Ça permet vraiment de voir ce qui fonctionne. On a un autre moyen de lecture d'analyse quotidien qui est le PDF. Donc le PDF est envoyé à 22 000 personnes qui l'ouvrent et on peut voir exactement sur quels articles ils s'arrêtent, combien de temps ils prennent pour le lire, l'agrandir, ça. Et donc ça nous permet de voir que un édito X fonctionne beaucoup mieux qu'un édito Y ou que tel ou tel article fonctionne bien. Par exemple, hier, on a eu toute une discussion pour savoir, sur qui est-ce qu'on va faire la personnalité, c'est l'article en page 2 où il y a une personne qui est mise en valeur. On a décidé en fin de journée que ce soit Daniel Craig parce que le dernier James Bond sort demain. Et en fait, on s'est rendu compte que ça faisait débat dans la rédaction, en tout cas ceux qui sont concernés, c'est-à-dire le service cinéma et la rédaction chef, en disant ouais, enfin, est-ce que c'est vraiment ça qu'il faut mettre en avant? Est-ce que c'est ça que les gens veulent lire, les gens le connaissent? Eh ben, sachez que c'est l'article le plus lu ce matin de tout le journal. Et donc, on se dit quand même que parfois il faut laisser nos premiers instincts dire voilà, si on a envie de lire un portrait d'un tel, mettons-le et on voit ce que ça donne. Donc on a ces perceptions-là. À côté de ça, on a des analyses hebdomadaires où on voit l'évolution sur le site, que ce soit en termes de pages vues, de visiteurs uniques, de visiteurs belges ou étrangers, qu'on va comparer avec nos concurrents, c'est-à-dire principalement Le Soir, Sud Presse, l'Écho, mais aussi les télévisions RTL et RTBF. Et donc on a 7 médias qu'on va comparer et voir comment ça fonctionne. La LIB se compare directement au Soir, ça va de soi. L'ADH se compare, on est à la même réunion avec eux à ce moment-là, se compare plus à Sud Presse, mais ça permet de voir un peu comment évoluent les choses, comment les télévisions notamment évoluent, parce que les télévisions sont devenues principalement la RTBF avec Ovio, en fait des plateformes audiovisuelles plus que des médias en tant que presse. Évidemment, donc on analyse ça, on regarde systématiquement quels sont les podcasts qui ont le mieux fonctionné, quelles sont les vidéos qui ont le mieux fonctionné, et puis comme ça on peut évoluer dans la réflexion et on analyse ensuite aussi tout ce qui a bien fonctionné sur les réseaux sociaux. Quelles sont les meilleures ventes en librairie? Donc, c'est une réunion très très longue parce qu'on s'intéresse vraiment à l'ensemble de nos supports, l'ensemble des réseaux sociaux, et chaque fois on a des chiffres précis qu'on peut comparer de semaine en semaine. Donc du monitoring précis. Oui. Et dans les versions PDF, est-ce que vous faites ce qu'on appelle du A/B testing, c'est-à-dire on en fait 50% comme ça et 50% d'une autre façon et on voit
Pas du tout, parce que aujourd'hui le PDF c'est vraiment le reflet de ce qu'il y a dans le journal. Alors on a un PDF normal où vous avez vraiment la pagination comme si vous l'aviez acheté, et puis vous avez le PDF enrichi où là vous avez des vidéos, où c'est mis un peu plus en avant, mis en page en fait comme un site mobile où vous avez des grandes photos, un titre et vous cliquez, vous êtes un peu sur un site internet. Donc ça c'est les deux offres qu'on a. Par contre l'A/B testing c'est quelque chose qu'on va faire, qu'on veut faire depuis longtemps en fait, mais on n'avait pas la technologie qu'on va faire prochainement une fois qu'on aura un nouveau logiciel, mais on va le faire pour le site, c'est-à-dire qu'on va mettre 2 à 3 titres par article, et puis une fois qu'après un quart d'heure, l'ordinateur va analyser quel est l'article qui a le mieux fait réagir et va adapter l'ensemble des articles avec le titre des 3 qui a mieux fonctionné. Oui, donc tester et bien suivre les attentes, entre guillemets, des clients qui sont ici des lecteurs. Absolument, tout à fait. Ou des auditeurs même. Et quels sont tes grands défis du moment ou les projets en cours pour le journal? Le tout gros défi du moment, il est double quelque part. C'est la fin du confinement. Il faut savoir que le confinement a eu un impact très important sur notre secteur. Et je parle même pas de la période où la culture était à l'arrêt, l'économie était à l'arrêt, et où on devait aller chercher des journalistes dans les autres services pour venir alimenter la santé et autres. Mais ça a créer des tensions parfois, parce qu'en fait il y a des journalistes qui étaient sous un chef qui se retrouvent sous un autre, qui disent finalement ce chef-là c'est intéressant, sa manière de travailler, j'aimerais bien travailler comme ça au quotidien. Puis des journalistes qui sont restés chez eux se sont parfois remis en question, mais est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire toute ma vie, est-ce que c'est ça que j'ai envie de couvrir? Et donc on se retrouve maintenant avec ce déconfinement, avec plein de questions existentielles, des ressources humaines, des gens qui sont pas toujours encore à l'aise de revenir dans une rédaction qui est une newsroom complètement ouverte où il y a une centaine de personnes qui se baladent chaque jour, même si le retour à la normale n'est pas encore là. Donc ça, c'est un enjeu, je dirais, de ressources humaines extrêmement important. Qui est à la fois pour vous et pour tout le monde. Donc c'est un sujet que vous allez pouvoir couvrir. Oui, mais c'est sûr qu'en tant que rédaction en chef, on estime qu'on doit s'assurer que tout le monde retrouve bien sa place. Et donc quand ils viennent vous dire j'ai plus envie de couvrir ça, ou j'ai envie de faire ça, ou j'ai plus envie d'être avec un tel ou un tel, c'est des choses qu'il faut pouvoir gérer. Donc le côté ressources humaines de la rédaction en chef, il faut vraiment pas sous-estimer. Et je pense que beaucoup de candidats rédacteurs en chef sous-estiment cet aspect-là. Le deuxième aspect, ce sont vraiment les projets qu'on a. Et le projet qu'on a, ce n'est pas tellement la couverture de l'actualité. Ça reste quelque chose qui est toujours là. On veut une bonne couverture, on veut être le plus pertinent possible. Ça, c'est quelque chose qui reste, je dirais, à travers les décennies. Le plus rapide, ça c'est peut-être un peu plus nouveau par rapport au passé. Mais c'est le fonctionnement. On va fonctionner avec un logiciel qu'on appelle Web First, qui en fait on demande aux journalistes d'écrire d'abord pour le site internet, et puis on verra en fin de journée tous les articles qui ont été écrits, on va faire une sélection de ce qui nous paraît le plus pertinent pour le journal du lendemain, et donc on va avoir une mise en page tardive du journal, vers 16-19 heures le soir, avec tout ce qui a été publié pendant la journée. Donc en fait on chamboule complètement le raisonnement, parce qu'aujourd'hui on fait un journal et puis on décide le soir même ou le lendemain ce qu'on va mettre sur le site internet. Et ça, pour un grand nombre de journalistes, et je pense principalement à ceux qui sont nés sans Internet, c'est un chamboulement assez important, parce qu'ils avaient l'habitude du début à la fin de la journée d'entrer dans leur carton. C'est un peu le jargon qu'on utilise, c'est le texte dans lequel ils peuvent mettre leur article. Et ici, ça va être autre chose, et ils ne sauront pas forcément où cela va aboutir après dans le journal. Ça peut créer de la confusion, ça peut créer des frustrations aussi. C'est des choses qu'on va devoir gérer. Et qui est beaucoup plus tourné vers le lecteur, finalement. Absolument, oui. Ce qu'on l'espère. A priori. Oui. À titre personnel, pour pouvoir justement gérer tout ça, tu étais journaliste au départ, tu as été rédacteur en chef, puis, de certaines parties, puis global. Comment est-ce que tu te formes au quotidien pour réussir à suivre ça, pour réussir à répondre à ces nouvelles contraintes, ces nouveaux objectifs, ces nouveaux défis? Alors il y a quelque chose d'important, c'est que quand j'étais rédacteur en chef vidéo ou lalibre.be, j'avais un grand avantage, c'est que j'étais autonome sur lalibre.be. Il n'y avait pas de rédacteur en chef au-dessus de moi. Il y avait la direction, mais il n'y a pas de rédacteur en chef, parce qu'on avait séparé les rédactions pour les rendre autonomes, tout simplement parce que le site internet n'allait pas bien, ne répondait pas aux attentes de son public. Et une des façons
corriger le tir et de progresser, de connaître la croissance que tous les autres sites internet de Belgique ont connue, il a fallu pouvoir vraiment prendre en main et dire à ces journalistes, voilà, maintenant vous allez écrire vous-même, vous allez prendre votre téléphone, vous allez réagir à l'actualité et vous n'allez pas attendre tout simplement que le journal papier envoie son article le lendemain matin. Oui. Donc il y avait quelque chose qui était grippé quelque part, et c'est en séparant les deux qu'on a pu faire changer cette donne. Et c'est qu'une fois en passant en payant sur le site internet que les journalistes papier se sont rendus compte, mais en fait, mon article, il fonctionne sur le site. Et vu qu'on était challenger, on n'a pas tout passé en payant et on a décidé de mettre ce qui était fait par le web en gratuit, ce qui n'était pas apporté par les journalistes papier en payant. Leur vraie plus-value, ils prennent le temps, le recul et tout ça. Et donc, petit à petit, chacun s'est rendu compte de l'intérêt qu'il y avait à travailler comme ça, parce que du côté du web, on voyait les résultats augmenté, donc on était des abonnés, de plus en plus d'abonnés. On a vu une forte augmentation du nombre de lecteurs. Ça fait x4, x5, x6 le nombre de lecteurs qui nous suivent au quotidien. Donc, en fait, on a trouvé un modèle qui économiquement est rentable, en tout cas si on arrive à avoir encore plus d'abonnés, mais qui aussi fonctionne et où chacun se dit, tiens, je m'y retrouve et je comprends comment ça fonctionne. Ce qui peut encore exister, mais qui existera à mon avis toujours, c'est ceux qui n'ont pas connu Internet au début, qui estiment que parfois ce qu'il y a sur le site n'a pas beaucoup d'intérêt, ou a été c'est racoleur, ou ce n'est pas digne de la libre. Ça, vous aurez toujours. La seule chose, c'est de s'assurer que ce soit une perception et que ce soit pas une réalité, puisque quelque chose qui est indigne de la libre.be ou de la libre n'a pas sa place sur le site. Et depuis qu'on est passé en payant, encore moins, parce que les gens payent pour une information et ils n'ont pas envie que ça soit perturbé ou pollué par des informations très secondaires. Cela dit, ça reste un site internet et on sait que les lecteurs qui vont sur des sites internet, ils vont en tout cas en partie aussi pour se divertir pendant la journée. Donc on doit aussi mettre des choses qui sont plus légères, qui existent sur les réseaux sociaux notamment. Si vous n'êtes pas vous-même présent sur Twitter, eh ben on va vous expliquer qu'il y a eu un gros clash entre tel ou tel parti politique, entre telle ou telle personnalité, parce que ça existe sur les réseaux sociaux et qu'un site internet va vous faire vivre ça aussi, ce qui n'est pas le cas du journal. Et que c'est de la culture générale finalement. Oui, quelque part, oui, c'est ce qui se passe dans la vie. Oui. Parce que moi, ce qui m'inquiéterait beaucoup, c'est d'avoir des lecteurs qui arrivent à un dîner entre amis, à une soirée, un cocktail, je ne sais trop quoi, et qui n'est pas capable de suivre une discussion parce qu'il n'a pas entendu le dernier événement. Et or, si vous ne vous limitez qu'au journal, c'est quelque chose qui pourrait arriver parce qu'on ne vous dit pas tout ou pas en détail, on vous dit ce qui est vraiment important. Alors que sur le site internet, vous avez tout ce qui est important et parfois ce qui est beaucoup plus léger, on va dire. Et c'est comme ça que vous choisissez ce qui est payant de non payant? Parce que quand on n'est pas abonné, on a la partie ah ben non, vous n'avez pas d'accès à tout l'article. Oui, tout à fait. Oui, la principale règle, c'est que les journalistes historiquement du papier apportent des plus-values payantes et ceux du web sont là pour attirer un maximum de lecteurs, leur donner des informations en temps réel. S'il y a un attentat demain, je ne sais pas moi, à Liège ou ailleurs, eh bien cette information-là ne sera évidemment pas payante. Toute l'analyse derrière, politique et autres, sera évidemment elle payante. Et donc si on revient à l'aspect formation, donc tu as eu de la chance d'avoir cette autonomie, c'est ça qui t'a formé en creux, c'est ce que je comprends. C'est-à-dire qu'on pourrait pas aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous pouvez avoir une formation pour monter une vidéo, pour faire un podcast, pour apprendre à mieux écrire, à mieux titrer, ça oui, mais si vous vous attendez des formations pour faire évoluer votre métier, ben vous serez toujours à la ramasse par rapport à d'autres. Donc forcément. Il faut tester. Ouais. On teste énormément et on a des équipes qui nous permettent de nous aider, par exemple sur les réseaux sociaux, par exemple sur le web, pour dire tiens, il y a ça qui existe, est-ce qu'on n'essayerait pas ça? Et puis on voit comment les choses peuvent évoluer. On apprend aussi énormément de nos expériences, nos expériences positives, négatives parfois aussi, qui nous permettent de dire ça on a bien fait, ça on n'a pas bien fait, la prochaine fois on fera ça autrement. Mais vous savez, quand vous avez un attentat comme on a connu en Belgique en mars 2015, 2016, oui. Enfin, quand vous avez des attentats comme ça, il va de soi que vous n'êtes pas préparé à ça. Il n'y a pas de formation, donc il faut vraiment avoir les bons réflexes et s'assurer qu'on gère ça le mieux possible, avec des réussites et parfois avec des choses qu'on ne referait pas. Et si on parle d'un point de vue plus entrepreneurial, gestion entre guillemets d'entreprise, gestion d'équipe, qu'est-ce que tu conseillerais toi à un jeune entrepreneur qui se lance ou qui veut se lancer? Qu'est-ce que tu lui dirais? Surtout de le faire. Je pense que c'est très très bien de se lancer.
sa propre entreprise, d'essayer de réaliser ses rêves. Mais une rédaction, même si on reçoit des subsides et autres, c'est aussi une entreprise, évidemment. On peut pas avoir un groupe de presse qui, d'année en année, est en perte. C'est juste pas possible. Il faut qu'il y ait quelque chose de sain derrière. Sinon, ça poserait des graves problèmes. Donc, maintenant, on sait que le prix des matières premières est en train d'augmenter, donc on sait que ça va avoir un impact sur le prix du papier. Le prix du papier, comme on nous annonce, ça va nous coûter 300 000 € de plus l'année prochaine. Je peux pas imaginer que ça n'a pas un impact sur d'autres décisions qu'on devrait prendre. Par exemple, des voyages à l'étranger, par exemple, des suppléments ou des choses qu'on voulait faire, qu'on va peut-être retarder en attendant de voir comment le marché évolue. Donc, on est toujours dans une logique où on est un groupe économique aussi et il faut rester rentable. Il faut protéger ce qu'on a et faire en sorte que ça soit le mieux géré possible. Et donc voilà, c'est un peu vers ça qu'on va. Et donc, un jeune qui se lance, du coup, ce qu'il faut qu'il fasse, c'est surtout rester ouvert à ce qui se passe dans le monde pour être conscient des différentes approches, comme là, par exemple, pour les matières premières. Oui, c'est-à-dire que tout ne dépend pas que de soi. C'est surtout ça qu'il faudrait peut-être retenir, c'est que on dépend des autres, on dépend de phénomènes extérieurs. Il faut tenir compte de tout. Les petites entreprises qui j'ai envie de dire, qui se cassent la gueule, souvent c'est ça, c'est qu'elles n'ont pas perçu qu'elles étaient dans un marché beaucoup plus grand, que tout était plus compliqué, que les relations avec des fournisseurs ou des partenaires sont pas toujours faciles, entre associés aussi, pour des petites entreprises. Donc il faut trouver un fonctionnement sain. Moi, quand j'ai réorganisé la rédaction ou le fonctionnement de la Libre, notamment avec la séparation de la Libre.be, j'ai toujours fait en sorte que ça puisse fonctionner pas seulement entre moi et un autre, mais aussi si je ne suis pas là et si l'autre est remplacé. Parce qu'en fait, ce qu'il faut, c'est que les structures soient saines. Ce qu'il faut, c'est que le fonctionnement repose sur quelque chose de logique, de sain, et pas simplement sur des relations. Lui, il va faire ça parce que il sait le faire. Non, il faut que ça puisse être fait parce que c'est son rôle de devoir faire telle ou telle chose. Donc, il faut une répartition honnête des charges de travail. Et quand vous avez trop de charges de travail, il faut oser parfois vider la barque avant de remettre un sac dedans. C'est ce que j'ai toujours essayé de faire avec le web notamment. On leur demandait toujours plus. On veut plus d'articles. On veut que vous gérez les réseaux sociaux. Il va falloir mettre des vidéos. Il va falloir faire des vidéos. Tiens, est-ce que vous pouvez partir faire telle interview? À un moment donné, ils disent mais on n'en peut plus. Et donc il faut trouver des moyens de diminuer les choses. Ça peut être par exemple faire en sorte que les newsletters partent automatiquement, que ça ne doit plus être intégré manuellement. Ça peut être qu'on va faire appel à un système de vidéo, un système vidéo qui est beaucoup plus léger, beaucoup plus facile à utiliser, où la vidéo vous est quasiment proposée tout de suite. Il faut pas faire des recherches incroyables et aller encoder mille choses. Mais tout ça a beaucoup évolué avec le temps. Donc il faut pouvoir profiter de ça, mais il faut aussi se rendre compte que par exemple pour les réseaux sociaux, vous avez des moyens de mettre automatiquement sur vos pages Facebook des articles. Donc si vous avez une page Facebook réservée au hockey, dès que vous mettez un article dans la section hockey, elle soit mise automatiquement sur les réseaux sociaux. Ce sont des petites choses qui permettent d'alléger un travail et de voilà ce que j'appelle vider la barque avant de la remplir quand elle est pleine, évidemment. Même si je sais qu'avec le temps, on demande finalement toujours plus. C'est toujours plus chargé. Et à titre plus personnel, comment est-ce que malgré ou grâce, je ne sais pas, à ce travail et à ces différentes contraintes, comment est-ce que tu arrives à préserver, si tu en préserves un équilibre vie privée et vie professionnelle? Parce que les frontières sont probablement assez ténues. Oui, alors il y a un constat d'abord, c'est de se dire on n'est pas rédacteur en chef toute sa vie. Alors qu'un patron, à mon avis, il ne doit pas se dire ça. Il doit espérer rester patron toute sa vie. Un rédacteur en chef, il doit être conscient qu'il est là pour une certaine période. Alors, on peut parler de 4 à 6 ans, par exemple. Il doit apporter ce qu'il peut. On est comme des citrons. On est pressé. Pas seulement par une direction, mais par l'actualité, par les contacts qu'on a, par les politiques, par les lecteurs, par les journalistes. C'est une pression qui vient un peu dans tous les sens. Et donc, on doit être conscient qu'on n'est pas là pour toujours. Et en fait, ça, il n'y a rien à faire, mais ça rend très serein de se dire que demain, on fera peut-être autre chose, que demain, on sera peut-être amené à revoir complètement ses plans, parce qu'on se dit pas, il faut absolument que je reste ici jusqu'à ma pension, etc. Et donc, c'est ça aussi de se dire que on peut apporter quelque chose à une rédaction. Ça peut être une vision, ça peut être un challenge, ça peut être des priorités, mais que peut-être qu'après X années, quelqu'un d'autre arrive avec d'autres priorités parce que le monde a changé.
Donc, à partir du moment où on tient compte de ça, on le vit intérieurement un peu plus facilement. Et donc, quand c'est vraiment trop chargé, que l'actualité est très très chaude, j'essaie d'expliquer à mes proches que voilà, écoutez, on est en période électorale où il y a eu des attentats, donc il va de soi que les nuits vont être plus courtes et que les week-ends sont quasiment inexistants. Quand il faut faire un édito, mais qu'on est dimanche et que personne à la rédaction qui travaille ce jour-là ne se sent prêt à le faire, mais c'est vraiment le sujet incontournable, eh ben je vais faire l'édito. Je pas le choix. C'est comme ça que ça se présente et tout ça. Mais n'ayant pas l'intention de faire ça toute ma vie, c'est quelque chose qui est assez facile de se dire voilà, ça fait partie d'une période. Et puis voilà, c'est passionnant aussi. On ne fait pas un édito en se disant j'ai envie de faire autre chose aujourd'hui. On est passionné par ce qu'on fait. Et le jour où il n'y a plus cette passion, il faut surtout changer de métier. Eh bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres sujets qui te semblent importants pour des jeunes entrepreneurs qu'on réalise pas forcément et qui pourraient être intéressants avec un autre regard grâce au regard de la gestion d'un journal ou d'un quotidien? C'est très compliqué comme question, mais ce qui est important, c'est que les personnes qui écoutent ce podcast n'hésitent pas à faire part de ce qu'ils aiment ou ce qu'ils n'aiment pas dans un journal. On a l'habitude de recevoir des critiques, très peu de compliments. Alors, on cherche pas les compliments du tout, mais on cherche à avoir des remarques constructives. On se dit tiens, vous avez fait ça, ou vous devriez peut-être un peu plus faire ça, parce que ça m'intéresse. Je pense que dans notre génération, il y a telle ou telle priorité qui sont des enjeux extrêmement importants et dont vous parlez pas assez. Est-ce que vous pourriez vous intéresser à tel ou tel sujet? Je pense que ça peut être vraiment un plus pour nous. Et dans tous les contacts qu'on a avec nos lecteurs, ce sont les appels les plus constructifs qui sont quasiment réjouissant. On se dit tiens, c'est vrai, on peut faire ça, ou tiens, c'est vrai, on a fait cet article-là, il peut être perçu autrement, parce que parfois on fait un titre en une, on connaît de temps en temps la double signification du titre, on sait que ça peut être perçu autrement, on sait que certains vont rigoler, d'autres vont pas comprendre, mais parfois il y a des choses vraiment qui nous échappent parce qu'on n'a pas la même grille de lecture de l'actualité ou des priorités du moment, et donc c'est intéressant d'avoir ces échanges. Mais des bons journalistes sont des journalistes qui ne se retrouvent pas toute la journée en rédaction, donc ce sont des journalistes qui sont justement en contact avec ces entrepreneurs, avec ces start-up ou autres, et on les voit défiler ici tous les jours. Et ce sont des gens souvent passionnants, pleins d'ambition, pleins de vision et de volonté de bien faire et de faire vite. Et voilà, donc la passion est là, à mon avis, on peut faire beaucoup de choses. Et il y a un moyen pour faire ces retours? Il y a une adresse mail particulière. Oui, il y a l'adresse mail qu'on peut retrouver sur le site. En ce qui me concerne, c'est dorian.demeus@lalibre.be. Mais toutes ces adresses se retrouvent sur les sites internet. On peut interpeller sur les réseaux sociaux, parfois en message privé. Et on essaie d'y répondre. Parfois, on répond pas, c'est vrai. On répond jamais aux insultes. Ça, c'est une règle qu'on s'est mise. Ça nous fait gagner beaucoup de temps. Voilà. Et il y a encore malheureusement beaucoup de courriers écrits où parfois les personnes oublient de mettre leurs adresses. Donc, c'est des courriers aussi un peu perdus. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous pour ton temps et à très bientôt. Merci. Pour soutenir l'initiative et pour continuer à entendre plus d'interviews, s'il vous plaît, partagez ce podcast et mettez-lui 5 étoiles. Cela me permet de continuer à enregistrer et diffuser cette sagesse collective. Merci d'être toujours plus nombreux à vous abonner et à bientôt sur Mentor Stratégie.